J'aurais dû baisser un peu aussi. Mais bon. Avec nos invités Horus Donkovi, activiste panafricain, et Luis Kamako, journaliste de Togo Breaking News, nous allons parler du Gabon et de la Guinée équatoriale avec ce conflit territorial. Finalement, c'est la Cour pénale internationale qui va trancher. Burkina Faso, procès Thomas Sankara, la Côte d'Ivoire, lâchera-t-elle Blaise Compaoré? Et puis Bénin, opposition, comment renaître? Togo, les journalistes désormais couverts par une assurance maladie. Chers amis, bonsoir. Horus Donkovi, bienvenue. Bonsoir Michel, bonsoir à tous les spectateurs et téléspectatrices. Voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir également. Luis Kamako, salut. Oui, salut Michel, et bonsoir à Horus et bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision du Monde Nouveau. Gabon, Guinée équatoriale, le conflit territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale est à nouveau sous les projecteurs de l'actualité. Ces deux pays d'Afrique centrale se disputent la souveraineté des trois îles depuis les années 1970. Après donc l'échec d'une médiation de l'ONU, Libreville et Malabo avaient convenu de recourir à la Cour de justice internationale pour trancher ce différend. Horus Donkovi. Oui, bon, quoi dire, c'est un peu la routine. Ils se disputent le pétrole. Voilà. Ils se disputent les richesses éventuelles que d'autres ont découvertes là-bas. Comment dirais-je, c'est un phénomène répétitif. On a eu le problème entre l'Angola et Cabinda. On a le problème entre le Nigeria et le Cameroun avec Bakassi. Voilà, c'est redondant. Généralement, quand on a des conflits territoriaux comme ça, il y a toujours un relatif au sous-sol, un relatif aux richesses. Et quand on sait le passif qu'il y a entre les relations, le passif des relations entre Gabonais et Équato-Guinéens, ben, on peut comprendre que les esprits s'échauffent. Ouais. Hein, il y a de cela quelques dizaines d'années, la Guinée équatoriale, c'était un peu le pays pauvre de la sous-région. Hein, les Équato-Guinéens étaient des personnes qui s'exilaient. Ouais. Qui n'étaient pas très considérés par leurs voisins de l'époque. Et il y a eu cette revanche-là avec l'afflux de pétrole, l'afflux de capitaux, qui a fait que maintenant on a une Guinée équatoriale qui revendique une place, qui revendique une stature, et qui n'a absolument pas envie de se laisser marcher sur les pieds par un Gabon ou un Cameroun sous prétexte de velléité territoriale. Non, absolument pas. Donc ils vont le régler à la haie, comme d'habitude. C'est ce qui est triste dans l'histoire, parce que on ne peut pas la régler entre Africains. C'est ce qui est triste. Ça aurait été intéressant que l'on dise qu'ils aillent le régler à l'UA. Ça aurait été intéressant qu'ils essaient de le régler au sein de la communauté de l'Afrique centrale. Et comme voilà, c'est quelque chose de récurrent, on n'arrive pas à régler les problèmes entre nous, il faut aller le régler à la haie. Au niveau d'institutions internationales qui sont parrainées par, on va dire, une griffe des puissances, qui elles-mêmes sont fortement influencées par de grands groupes, ne serait-ce qu'en tout cas au niveau de la classe des dirigeants. Et c'est triste. C'est triste. Après, même au niveau de l'Afrique, peut-être je m'arrêterai là, c'est que avons-nous nous-mêmes la cartographie de nos richesses. Ce sont les autres qui, jusqu'à très récemment, les gens du Sahel, comme le Mali et le Burkina, vous auraient dit nous sommes pauvres. Bon, maintenant on nous apprend que non, qu'en fait, qu'il y a des métaux rares, qu'il y a des ressources à mettre. Et dès qu'il y a eu ces ressources qui ont été mises en exergue, directement conflit, friction, guerre. Vous avez au Mozambique, c'est la même chose. Dès qu'on a découvert des sources de gaz, mais le mois qui est arrivé, bon, direct. Conflit, friction, djihadiste, bon. Donc, pour moi, c'est un triste épiphénomène, en fait. Alors, Luis, comme Horus l'a dit tout à l'heure, c'est un vieux conflit. Finalement, les Africains n'arrivent pas à régler le problème entre eux et ils préfèrent que ce problème soit réglé à la haie. Oui, c'est un vieux conflit, tu l'as dit, ça date de 1970, c'est-à-dire que 10 ans après les événements de la session de la souveraineté internationale,
quelque part, les gens vous diront que la colonisation n'a pas fait que du bien aux Africains, parce que c'est un problème de frontières qui se pose encore. On a eu à déplorer les hécatombes ou bien l'hécatombe que ces genres de problèmes ont déjà engendré en Afrique. Uris parlait tout à l'heure du cas de Angola et de l'Angola, du Nigeria et autres. Comme je le dis, ça date de 1970. Il y a un premier procès a eu lieu en 1972. Et un traité a été trouvé également entre les deux pays en 1974. Et donc, ces dernières années, je pense que c'est la Guinée équatoriale qui relance le débat, qui met le sujet sur le tapis et qui continue justement par revendiquer la souveraineté de Mbanian, qui a une surface de 20 hectares, en plus de 2 îlots de cocotiers. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est beaucoup de quelque chose parce que, comme l'aurait dit quelqu'un, ça dit que c'est la richesse du sous-sol, du sous-sol là, qui fait polémique aujourd'hui parce que le territoire que les deux pays revendiquent regorge en fait du pétrole et des eaux riches en poissons. Donc, de quoi peut-être renforcer ou bien rentabiliser son économie. C'est ça le problème maintenant. Comme Luis l'a touché, je pense que ça devient un peu triste parce que ça veut dire que les Africains même n'ont pas confiance à leur juridiction, ils n'ont pas confiance en leurs institutions. Ils sont obligés de faire recours à l'ONU pour que le procès ou bien pour que le règlement soit fait devant la Cour internationale de justice de la Haye. Je pense que c'est où on en est aujourd'hui. On attend de voir et pour voir ce que le procès va donner. Déjà au Russe, en 2008, on a vu l'ONU qui est intervenue et qui a pu signer un traité entre les deux pays pour éviter la guerre. Bon, est-ce que la guerre aurait-elle eu lieu? Bon, l'ONU intervient toujours, elle signe des traités, mais les traités sont toujours remis, on le voit d'ailleurs, sont toujours remis, après on remet sur la table, on doit redédossier. Moi j'ai coutume de dire, en Afrique, lorsque vous avez des conflits territoriaux, la première question qu'il y a à poser, c'est qu'est-ce qu'on a trouvé? Et quand vous commencez par qu'est-ce qu'on a trouvé, c'est bon, vous voyez, c'est tout à fait issu. Vous posez la question, vous avez le conflit au Mali, vous avez le conflit, qu'est-ce qu'on a trouvé? Dès que vous savez qu'est-ce qu'on a trouvé, tout est net. Sinon, comment dirais-je, tant que les Africains ne se saisissent pas des vraies questions, notamment celle du partenariat et de la mise en commun des ressources et donc de l'exploitation de ces ressources, il y aura des problèmes. Si la Guinée équatoriale et le Gabon doivent se battre pour des eaux poissonneuses, alors qu'on va avoir des groupes chinois, européens qui vont venir racler tous les bassins marins pour s'approvisionner en poissons sans que personne ne puisse intervenir, ne serait-ce qu'une juridiction africaine, il y a un problème. Si on a le golfe de Guinée qui devient un des endroits les moins sécurisés de la planète avec des pirates, sans que l'on puisse intervenir, sans qu'il y ait une organisation collégiale qui ne soit condamnée à être parrainée par des institutions, étrangères, il y a un problème. Donc on en revient toujours à cette réactivité-là qui est de ne pas vouloir mettre les choses en commun, mais de prétendre pouvoir les gérer seul à son propre avantage. Et je pense que le problème de la Guinée équatoriale et du Gabon, c'est cela. C'est le fait de vouloir se disputer des frontières, de vouloir se disputer sur des frontières héritées du colonialisme, au lieu de passer outre et d'arriver à une entente telle que l'on puisse rentabiliser la région et les ressources de façon collégiale. Voilà. Et ça, c'est un défi pour tous les États africains parce que, encore une fois, lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts, il n'y a pas mieux qu'une union entre États, notamment africains. La séparation entre États ne bénéficie qu'à de grands groupes, qu'à des pays qui sont nettement plus puissants.
Donc tant que la gouvernance africaine ne le comprend pas, et tant que l'on est dans la facétie, c'est-à-dire avoir une union africaine qui ne peut pas traiter ce genre de problème, on va avoir une communauté des États de l'Afrique centrale qui ne peuvent pas traiter ce genre de problème, et qu'à chaque fois, au moins de nos problèmes, il faut en référer à d'autres juridictions sur lesquelles on n'a pas de prise, on n'a pas d'influence, on n'a même pas parfois de regard. Je donne le cas de la Libye. Ce qui se passe en Libye est traité en Europe. Il y a un problème. Il y a un Il y a un problème. Oui, Luis, on sait que les procédures au niveau de la Cour internationale de justice prennent du temps. D'ailleurs, on a vu l'ONU qui a signé ce traité en 2008, 13 ans plus tard, il n'y a rien. Est-ce que, si on peut le dire, cette procédure, ou bien ces procédures qui prennent véritablement du temps, est-ce que les deux parties vont pouvoir s'asseoir a priori et discuter avant les procédures de la Cour internationale de justice? Oui, je pense qu'il y a eu des accords de par le passé et que, comme je le disais tout à l'heure, c'est la Guinée équatoriale qui remet en cause ces gens d'accords. Donc, en saisissant peut-être la Cour internationale de justice basée à La Haye, la Guinée a conscience que ça prendra le procès, ou bien les procédures, ou bien la procédure prendra autant de temps et qu'elle doit se patienter. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui importe, c'est que ce problème soit résolu une fois pour de bon, pour que du jour au lendemain, on sait qui possède quoi et qui a la même mise sur quoi. C'est ce qui importe aujourd'hui, mais au-delà de tout, on se demande, est-ce que c'est ça la question fondamentale aujourd'hui en Afrique, où tous les pays ont des problèmes sociaux. Quand vous avez un territoire que vous n'arrivez pas à encore gérer, est-ce qu'il faut chercher forcément à en avoir d'autres? Est-ce que aujourd'hui l'annexion du territoire, est-ce que c'est la solution idéale? C'est la question qu'on se pose. Mais je pense que pour le commun des mortels, ce qui importe aujourd'hui, c'est que la Cour internationale de justice de La Haye puisse résoudre ce problème-là pour que les deux pays mettent fin à cette guerre. Ouais, on va également parler du Burkina Faso. Donc, cette affaire a tellement duré, l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Des années après, la justice est saisie au Burkina Faso, et celui qui, Maurice Donkovi, va véritablement faire face à la justice, c'est l'ancien président Blaise Compaoré. On va juste se poser cette question. Il vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire va accepter de le laisser? Non, mais il ne revient pas à la Côte d'Ivoire d'accepter ou non de le laisser. Il revient à M. Blaise Compaoré de revenir et de faire face, à la justice de son pays. D'y faire face dignement, d'y faire face noblement, et de rétablir les vérités, tout simplement. Je pense qu'une des choses qui lui a été longtemps reproché au niveau de sa gouvernance, c'était justement ce rapport à Sankara, là, cette traîtrise. Et je pense qu'il peut être bénéfique pour lui d'aller rétablir les vérités. Je ne crois pas qu'il soit très honorable actuellement le fait qu'il se retrouve, en quasi-exilé, en Côte d'Ivoire. Voilà quoi. Non, je pense que la Côte d'Ivoire, en fait, n'a pas son mot à dire dans ce processus. Je le dis de façon triviale. Je pense que la Côte d'Ivoire... Peut-être qu'il n'a pas aussi confiance en la justice de son pays. Ah, mais il va avoir un problème. Comment ne pas faire? Il faut commencer par quelque part. Il faut faire confiance à le peuple burkinabé a besoin de vider l'abcès. Ouais. La question de l'assassinat de Thomas Sankara revient de façon constante. C'est un peu cette question-là qui l'évince du pouvoir. Je pense qu'il y aurait eu nettement moins de ressentiment au sein de la population burkinabé si Blaise Compaoré n'avait pas été impliqué dans ce qui est arrivé à Sankara. Donc, je pense que il est important que Blaise Compaoré retourne sur le territoire burkinabé, affronte la justice de son pays. On a le Diendéré qui est actuellement au Burkina,
qui est embastillé d'ailleurs pour d'autres affaires, hein, il faut le préciser. Oui, son nom est cité. Qui est embastillé, son nom est cité, mais il fait face à la justice de son pays. Et le fait qu'il soit dans son pays a fait que déjà, il y a certains pans de l'histoire qui petit à petit sont un peu plus éclaircis. On a eu la France qui a prétendu avoir ouvert ses archives, mais on s'est petit à petit aperçu que ces archives ne sont pas si ouvertes que ça. Vous voulez parler des archives portant sur le Rwanda, le génocide? Non, les archives portant sur le Burkina Faso, sur l'assassinat de Thomas Sankara. Il y a énormément de zones d'ombre. Il y a, comment dirais-je, des soupçons de l'intervention des services secrets français, ainsi de suite et tout cela. Donc, à un moment, le peuple burkinabé a besoin d'être réconcilié avec un pan de son histoire. Sinon, ce qui va arriver, c'est que de façon redondante, ce problème viendra. Je pense qu'il est temps, je pense qu'il serait honorable pour M. Compaoré de rentrer au Burkina, de faire face à la justice de son pays, de faire face aux institutions de son pays, au peuple qu'il a gouverné pendant plusieurs années, et d'ouvrir, de vider l'abcès et de dire les choses telles qu'elles se sont déroulées, que le peuple burkinabé puisse enfin faire son deuil, parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'une illustre personnalité africaine qui est partie de façon violente et dont en réalité les Africains n'arrivent pas à faire le deuil. Parce que justement, il ne s'agit pas seulement du Burkina, il s'agit de tout un continent, tout un peuple qui cherche à savoir, qui veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé et qui sont les responsables. Alors, quand je parle des responsables, il ne s'agit pas seulement des responsables burkinabés, mais il s'agit des responsables des pays voisins que l'on sait impliqués, de l'ancien pays, comment dirais-je, de l'ancienne puissance coloniale qui est la France, et de tous, comment dirais-je, les pays partenaires qui, plus ou moins, peuvent avoir mis leur doigt dedans. Vous avez cité la France sans citer les pays voisins peut-être. Non, les pays voisins, on parle du Togo. On parle du Mali, qui a eu un conflit avec le Burkina du temps de Sankara. On parle de la Côte d'Ivoire, de Houphouët-Boigny. On parle de la France. Et du Libéria, moi j'ai fait des recherches. Personnellement, ça ne m'étonnerait pas, d'autant plus que pour Lumumba, il ne s'est pas s'agit simplement de la Belgique, on a eu aussi les États-Unis et la Russie. Donc, vu l'envergure de la personnalité de Sankara, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup plus d'acteurs qu'on ne le pense. Et c'est pour ça, je pense que l'Afrique a besoin de cette vérité-là. Elle a besoin de vider cet abcès pour pouvoir cicatriser et pour pouvoir justement se projeter dans l'avenir. La jeunesse burkinabé qui se réclame la jeunesse africaine, même plus largement, qui se réclame de l'héritage de Sankara, a besoin de vider cet abcès-là et a besoin de savoir à quoi s'en tenir pour les défis futurs. Il y a quelque chose que je disais une fois, je dis, nous avons le défaut d'être un des continents qui est le seul à juger nos responsables à l'extérieur de nos terres. Et c'est mauvais. Vous l'aviez souvent dit. Il faut que nous prenions l'habitude de prendre sur nous, de juger nos responsables. Et il faut que nos responsables comprennent que le fait même d'être jugé au sein de son territoire est quand même plus sécurisant. La preuve, quand on voit avec... il aurait été une époque, M. Blaise Compaoré ne se serait pas réfugié en Côte d'Ivoire, il serait parti en France, ou bien il serait parti aux États-Unis, ainsi de suite. Ça veut dire que même les gouvernants comprennent qu'à un moment, il vaut mieux rester en Afrique et faire face à une juridiction africaine. Hissène Habré a été jugé en Afrique. Il est au Sénégal. Donc je pense que M. Blaise Compaoré peut être jugé au Burkina et purger sa peine s'il est coupable au niveau du Burkina ou d'un autre pays africain. C'est possible. Alors, lui, ce qu'on reproche, Horus l'a dit à Blaise Compaoré, c'est sans doute l'affaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Et durant toutes ces années, les gens ont demandé que la justice fasse son travail dans le dossier. Elle n'a toujours pas agi. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le moment choisi pour pouvoir le faire. Blaise, finalement, lui, craint quoi? Non, est-ce que quand vous avez affaire dans un dossier aussi croustillant, on parle de Thomas Sankara qui constitue un néocolonialisme, un panafricaniste avéré qui aujourd'hui reste un modèle pour beaucoup de jeunes. Je pense que Blaise Compaoré a raison d'avoir peur, ou bien c'est un peu ça. Le dossier même date de 1987.
Et Ça fait durant 34 ans. 33 ans, je crois, et durant tout le temps que Blaise Compaoré a été au pouvoir, le sujet, l'affaire même a été toujours placée sous l'éteignoir. On se rappelle que et Mariam, qui est, Madame Sankara. qui est la veuve de Sankara, avait porté plainte contre X entre-temps, mais le dossier n'a pas reçu une issue favorable juste parce que parce que Blaise Compaoré ne voudrait pas que le dossier aille au bout. Il a fallu qu'il soit renversé en 2014 pour que le dossier ne soit relancé. Il y avait eu le corps de Thomas Sankara a été déterré en temps. Des experts ont réalisé des tests d'ADN. Et ce n'est pas lui, visiblement. Ce n'était pas son corps. Ce n'était pas son corps. Donc, je pense que c'est ce qui remet en fait encore le dossier sur le tapis. Maintenant, tout le monde est décidé. La famille du défunt et tous les Burkinabés sont décidés en fait à connaître les tenants et les aboutissants de l'assassinat de Thomas Sankara. Je pense que c'est ça aujourd'hui parce que, comme je le disais, il y avait eu tout un tabou qui a entouré justement cette disparition du panafricaniste burkinabé. Et la France, ou bien comme vous le disiez, d'ailleurs, beaucoup de pays ont été cités, beaucoup de pays ont été droités comme étant des complices de cet assassinat. Donc, je pense... Et selon vous, qu'est-ce qui explique l'omerta là autour de cette affaire? Mais c'est justement parce que les gens ont envie de connaître les tenants et les aboutissants. Parce que quand vous êtes accusé injustement, quand on vous dit aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure de façon voilée, que la France, elle est impliquée, vous avez cité pas mal de pays africains. Aujourd'hui, tout le monde se dit, mais ce n'est pas moi, je ne suis mêlé ni de près ni de loin à cet assassinat. Donc tout le monde veut que le dossier soit réouvert et pour qu'on arrive justement à situer les responsabilités. Et c'est dans ce sens-là que les Burkinabés, justement, avaient demandé à François Hollande de déclassifier les documents qui concernent l'affaire. Et donc, François Hollande est venu au pouvoir, il a promis le faire. Et je pense qu'ils vont le faire parce que, quelque part aussi, les gens pensent que c'est de l'impunité de la France-Afrique. Donc, la France aussi, aujourd'hui, un œil dedans. Elle veut que son honneur soit lavé et tout le monde veut que son honneur soit lavé. Donc, c'est pour cela que le procès, quel qu'en soit le cas, aura lieu. Maintenant, on l'a dit, et Blaise Compaoré actuellement est exilé en Côte d'Ivoire. Il a pris la nationalité ivoirienne. Et on connaît la Côte d'Ivoire qui n'aime pas extrader ses exilés ou bien ses citoyens. Mais, il n'y a que 2 qui sont partis et qui vont revenir bientôt. Bien sûr, mais vu que le sujet même dépasse les frontières burkinabées ou bien ivoiriennes, je l'ai dit, la France a son honneur dedans. Donc, Ouattara et Macron, on connaît la coïncidence qui existe entre eux. Certainement qu'il y aura une diplomatie de couloir. Macron ne va peut-être pas tarder à appeler... Ouattara d'extrader Blaise Compaoré pour qu'il soit jugé dans son pays. Maintenant, ce qui importe, qu'il soit jugé ou pas dans son pays, peut être jugé en contumace et que dès qu'il rentre au Burkina Faso, il sera coffré. Aux Russes, ce qui étonne aujourd'hui, il y a certains analystes politiques qui disent qu'au nom de la réconciliation, il faut tout faire pour faire revenir au prime abord Blaise Compaoré au pays parce que son pays aujourd'hui est en proie à des djihadistes, discuter et après peut-être le procès pour la vérité. Ah non, moi je suis totalement contre ça. Non. Comment dirais-je, avant toute réconciliation, il faut déjà que la vérité soit rétablie. Même dans nos traditions, c'est cela. Il faut d'abord que tu confesses ce que tu as fait. Et après avoir confessé ce que tu as fait, tu demandes pardon. Et on te pardonne. Et maintenant, lorsque tu es pardonné, ce pardon-là, on le scelle. Vous avez vu la fois dernière, je pense, un truc magnifique, et je trouve que les Maliens sont à féliciter pour cela, c'est le cessez-le-feu au Mali dans les zones de tension. Ils l'ont fait sans intervention de quelconque obédience internationale. Ils l'ont fait en Afrique. Il n'y a pas eu de papier signé, ils l'ont fait oralement. Ils se sont réunis, ils se sont expliqués, et après l'explication,
Ils ont pris une décision et la décision, au moment où ils l'ont prise, a été appliquée. Ils n'ont même pas fait, je pense, ils n'ont même pas fait intervenir l'armée malienne. Donc c'est pour vous dire que non, que cela se connaît. Vous venez, vous confessez vos fautes, vous expliquez ce qui s'est passé, vous demandez pardon à ceux à qui vous avez porté préjudice. Parfois, il y a ceux qui acceptent le pardon, il y a d'autres qui exigent réparation. Et après cela, vous avez un processus de réconciliation. Et tout le monde s'attelle à la réconciliation parce qu'on sait que non, un pan de l'histoire est passé. Mais ce truc très vicieux, qui est très redondant en Afrique, qui consiste à dire, ce monsieur a commis des crimes, on doit le ramener parce qu'en fait, il y a un problème sécuritaire dans le pays et puis il peut être garant de certains... Il y a quelque chose de vicieux et de nauséabond dans cela. Parce que c'est quand même une réalité. Non, c'est une réalité, mais si c'est une réalité... On peut tout lui reprocher, mais il y avait la sécurité quand Blaise Compaoré dirigeait. Alors, on peut tout lui reprocher. Il y avait une sécurité, mais si cette sécurité ne peut pas être pérenne sans qu'il soit présent au pouvoir, ça veut dire que l'organisation de cette sécurité-là est viciée. La logique voudrait que, même quand il quitte le pouvoir, la sécurité soit organisée de façon pérenne sur le Burkina Faso. C'est cela. Donc maintenant, dire que quelqu'un, on va passer sur les crimes de quelqu'un et qu'on va le réintégrer dans son pays, mettre le voile sur tous les abus, sur toutes les frustrations qu'il y a dans le pays, en prétextant d'une quelconque stabilité sécuritaire, c'est naïf. Parce que vous allez peut-être calmer, tout ce qu'il y a d'artificiel, c'est-à-dire vous allez calmer tout ce qu'il y a artificiel, mais tout ce qui vient de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous allez semer des troubles, parce que vous allez créer des frustrations. Horus, Horus et Luis, si vous le permettez, on va marquer juste une pause pour le journal, et on revient, on va encore parler un peu du Burkina Faso, et puis du Bénin et du Togo.